Nous sommes prêts. Qui c'est qui rigole? C'est personne. Ah, Monseigneur. Alors attends, je reprends. Oh là, Monseigneur, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, je dois dire que l'exposé que je vais avoir l'honneur de vous faire maintenant repose sur un travail que nous avons entrepris, ma femme Renée et moi-même, il y a déjà une dizaine d'années, sur l'histoire de l'Institut. Et j'espérais, un peu naïvement ce matin, que j'aurais à vous parler de cette histoire de l'Institut sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et puis, le titre choisi par notre doyen m'a rendu un peu perplexe, parce qu'il consiste à pénétrer dans la pensée de l'évêque Jean, chose qui n'est pas très facile pour un modeste historien, étant donné que le titre de la première conférence, c'est « Aspiration et volonté du fondateur de l'Institut Saint-Denis en 1944 ». Et ensuite, heureusement pour moi, il est question de ses premiers collaborateurs. Alors, j'ai essayé de relever, vaille que vaille, le défi qui m'était proposé et de vous dire un peu ce qui, d'après les documents, pourrait permettre de cerner effectivement les aspirations et la volonté du fondateur de notre institut, rappelé il y a quelques instants par Monseigneur Germain. Je me référerai d'abord au rapport qui sert de base à la fondation de l'Institut français de théologie orthodoxe. À Paris, depuis bientôt 20 ans, fut créé l'Institut russe de théologie russe Saint-Serge. Toutes les disciplines des écoles théologiques supérieures sont inscrites à son programme. Beaucoup de prêtres, de moines et de jeunes professeurs furent formés et dirigés par ces maîtres mondialement connus. Les différents pays du monde, les étudiants viennent se mettre à son école. Mais l'Institut Saint-Serge professe en russe et devient du même coup inaccessible aux étudiants ne possédant pas cette langue. D'un côté, de nombreux orthodoxes ne connaissent que le français, ou du moins le connaissent mieux que le russe. Ce fait se vérifie partiellement dans les communautés orthodoxes composées de Français, ou dans la jeune génération des émigrés russes, grecs, roumains, serbes, francisés ou nés en France. Formés pour eux, et parmi eux, des éléments instruits dans l'orthodoxie, et préparer le futur clergé est une nécessité urgente. Voici donc, en quelque sorte, définie la charte fondatrice de l'Institut. Diapo suivante. Nous avons ici cette première promotion de l'Institut Saint-Serge. Et non, il faut laisser Père Jean-Louis parce qu'il va y avoir alternance de... J'essaye de faire plus et clair. La reproduction n'est pas forcément fameuse. Alors, nous avons réuni autour du métropoliteux Loge, le hiérarque qui dirigeait au nom du patriarcat de Moscou à cette époque la communauté des émigrés russes en Europe occidentale. Monseigneur Loge avait d'abord été à Berlin, puis était venu ensuite s'installer à Paris. Il avait réussi à acquérir un terrain rue de Crimée et y édifier à côté d'une église un institut, une école nécessaire pour relayer les écoles de théologie qui préexistaient en Russie. Donc nous avons là un certain nombre des professeurs et des élèves. Il y a Eugraphe Kovalevski qui se cache très modestement vers ce qui apparaît le pilier gauche, oui, pas loin de la petite flèche là. Je n'ai pas pu identifier les autres, je n'ai pas les noms. Voilà, je n'ai pas les noms de la promotion, mais peu importe, c'est pas là-dessus que je souhaite m'attarder. Voilà donc ce qui sert, cet Institut Saint-Serge, qui sert de modèle, en quelque sorte, à l'Institut Saint-Denis. Et je crois que cela, il ne faudra pas l'oublier, parce que nous allons rencontrer, justement,
un certain nombre des difficultés qui concerneront l'Institut Saint-Denis à la suite de la préexistence et du modèle de l'Institut Saint-Serge. Diapo suivante. Alors, l'autre paragraphe important de ce mémorandum, dont je vous ai donné le début, c'est par la suite, c'est pourquoi la confrérie de Saint-Photius prend l'initiative d'organiser l'Institut Saint-Denis, Institut orthodoxe de langue française. L'œuvre est difficile et réclame de ses professeurs et collaborateurs un idéalisme héroïque. Elle commence avec peu d'argent, peu de moyens pratiques, et ce qui est évident, ne peut, dès le début, répondre à toutes les exigences. Et je pense que 70 ans après, on peut encore tenir en grande partie ces mêmes propos. Alors, au fond, ça va servir un peu de canevas à mon exposé. La diapo suivante. Voilà. Merci. Pourquoi cette intervention de la confrérie de Saint-Photius? On peut arrêter pendant quelques instants, parce que je vais parler là maintenant. Ah mais non, mais c'est pas utile, hein, on peut laisser aussi le texte. Je laisse une image. Laisser reposer l'ordinateur si besoin. Alors, ici, ça m'amène donc à évoquer de nouveau cette confrérie de Saint-Photius dont il a été question à plusieurs reprises au cours des journées Kovalevski. La confrérie de Saint-Photius a été formée par de jeunes Russes en 1925. Elle s'est très rapidement, après quelques mois d'existence, vouée à la restauration de l'orthodoxie en Occident, en France notamment, et parmi ses fondateurs figurent principalement les trois frères Kovalevski, mais également un certain nombre d'autres jeunes Russes qui, après la fondation de l'Institut Saint-Serge, rejoindront en tant qu'élèves cet institut. Il faut bien préciser que la création de la confrérie de Saint-Photius précède la création officielle de l'Institut Saint-Serge de quelques mois. Cela dit, il est évident qu'il y avait déjà un enseignement de théologie préfigurant ce qu'allait devenir l'Institut Saint-Serge au moment où précisément la confrérie de Saint-Photius a été établie. La confrérie de Saint-Photius va d'abord traduire en français un certain nombre de textes liturgiques au profit d'une paroisse française qui se crée à Paris en 1927-28, puis s'intéresse parallèlement d'ailleurs, tout spécialement, à la recherche de documents relatifs à la liturgie qui était célébrée en Occident au temps de l'Église indivise. Dans le même temps, elle entre en contact avec des Français qui sont susceptibles de s'intéresser à l'orthodoxie. C'est ainsi qu'elle rencontre les aspirations de l'Église catholique évangélique rassemblée autour de l'évêque Monseigneur Winart, Charles-Louis Winart, et qui deviendra par la suite archimandrite dans l'Église, dans le cadre de l'Église de Moscou, sous le nom de archimandrite Irénée. Et la communauté de Monseigneur Winart se trouve rattachée, effectivement, à l'Église orthodoxe universelle, grâce à la bienveillance du métropolite, ensuite patriarche Serge de Moscou, en 1936. C'est une communauté qui comprend un certain nombre de fidèles, qui a un clergé, qui célèbre un rite occidental avec la suppression d'un certain nombre d'éléments jugés non orthodoxes, et la confrérie de Saint-Photius, dans le même temps, essaye de rattacher à l'orthodoxie d'autres communautés religieuses, en France d'une part, et dans les pays voisins. Il se trouve que Monseigneur Winart meurt quelques mois après le décret de reconnaissance, d'intronisation de sa communauté dans le cadre de l'Église orthodoxe, assumée par le métropolite Serge, et les difficultés vont alors commencer. Monseigneur Winart a demandé au métropolite éleutaire de bien vouloir ordonner le jeune Eugraphe Kovalevski, il est à l'époque âgé de 32 ans,
en tant que prêtre pour établir un lien entre sa communauté et l'Église orthodoxe, mais par ailleurs, il a rédigé un testament spirituel dans lequel il confie la direction de l'ex-Église catholique évangélique à son ancien collaborateur et prêtre depuis déjà plusieurs années, le père Chambaud, qui deviendra ensuite moine sous le nom de père Denis. Très rapidement, des conflits de personnes surgissent au sein de cette communauté et pour les résoudre, la confrérie de Saint-Phosius, qui sent menacer l'œuvre de rattachement à l'orthodoxie qu'elle vient d'entreprendre, va solliciter du métropolite Serge la permission d'établir une œuvre missionnaire qui dépendra directement du patriarcat de Moscou et qui lui permettra d'avoir les coudées franches pour œuvrer en France et en Occident. Cette œuvre missionnaire prend le nom de Comité Saint-Irénée. L'autorisation du métropolite Serge arrive en août 1939. Les réunions de fondation de la confrérie, du Comité Saint-Irénée se déroulent les derniers jours d'août 1939 et la mobilisation intervient le 1er septembre suivant. Et le premier travail du Comité Saint-Irénée ne sera pas effectivement d'œuvrer à l'établissement d'une paroisse comme cela a été prévu, mais bel et bien de faire un comité de soutien pour les soldats orthodoxes très nombreux, étant donné que un décret de 1938 a permis de mobiliser les apatrides dans l'armée française. Donc Graf Kowalewski en fait alors partie, il n'est pas encore naturalisé à cette époque, et le comité Saint-Irénée va donc pendant quelques temps s'occuper essentiellement de l'aide aux soldats, d'abord aux soldats mobilisés, puis ensuite aux soldats prisonniers. Le père Graf Kowalewski en fait partie. En 1942, le comité Saint-Irénée découvre un local qui serait susceptible d'héberger ses activités. Le père Graf, qui est en captivité, envoie un certain nombre de précisions et de recommandations pour aménager le local et installer une chapelle, établir des contacts. Vladimir Lossky, qui est en France, va en 1942-43 donner une série de conférences dont nous avons le titre grâce à Yvonne Winart. Monsieur Lossky a fait cet hiver une série de conférences sur la dogmatique orthodoxe de l'Église d'Orient. Ces conférences ont suscité un profond intérêt dans certains milieux catholiques romains. Alors, le point de départ de notre aventure, ce sont ces conférences de Vladimir Lossky. Le père Graf Kowalewski, Monseigneur Jean, donc, rentre de captivité d'Allemagne en septembre 1943, ouvre la chapelle au culte orthodoxe en octobre 1943, prend le relais de ces conférences qui avaient été initiées l'année précédente, et Lossky va donc en 1943-44 continuer de donner une série de conférences, alors que le père Graf, qui a déjà donné pendant sa captivité dans le stalag où il était prisonnier un assez grand nombre de conférences sur des sujets divers et variés, se charge de traiter effectivement, comme l'a rappelé Monseigneur Germain il y a un moment, la théologie, de faire un commentaire sur Saint-Denis l'Aréopagite. Et cette première expérience débouche pendant l'été 1944, c'est-à-dire au moment des combats pour la libération de la France, sur une réflexion qui est menée conjointement par l'évêque Jean et par Vladimir Lossky sur la possibilité d'établir sur le modèle de l'Institut Saint-Serge un centre d'études orthodoxes. En somme, nous avons la conjonction de trois éléments. D'une part, la volonté et effectivement la capacité
de l'évêque Jean, dont l'initiative est incontestable, puisque dans un document de 7 ans postérieur, en 1950, l'évêque Jean explique bien, c'est encore le pérographe à l'époque, le pérographe explique bien qu'il a fondé l'Institut Saint-Denis avec le concours de la confrérie de Saint-Photius et également avec le concours d'un certain nombre d'intellectuels français intéressés par la théologie orthodoxe. Mais nous avons là une œuvre conciliaire et je crois qu'il est important de le garder présent à l'esprit. C'était la conclusion de l'exposé que nous a fait Monseigneur Germain il y a un moment, justement, c'est que c'est la continuation d'une œuvre de l'Église. Alors, dans un rapport de 1948, l'origine est précisée, il s'agit au départ d'un cercle d'études philosophiques et patristiques qui rassemble des orthodoxes, des théologiens et également des universitaires. S'il y a des gens qui viennent. Alors, diapo suivante. C'est celle-là. Bon, C'était on va celle qui passer était sur après celle-là. Voilà. La précédente. Tu l'avais déjà montré. Voilà, très bien. D'accord. Donc pendant l'hiver 1944, Monseigneur le pérographe écrit dans un rapport présenté à la confrérie de Saint-Photius le 17 octobre 1944 « J'ai longuement étudié la question de l'organisation de l'Institut Saint-Denis en consultant les confrères et différentes personnes, ceci pendant un mois environ, établit définitivement le programme durant 2 entretiens avec Frère Loski parce qu'il est confrère de la confrérie de Saint-Photius et que le rapport est destiné à la confrérie pour approbation. Nous nous sommes arrêtés au projet suivant avec donc un certain nombre d'enseignements, de